Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens individuels avec des praticiens et des leaders d'opinion influentes qui vont explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles approches du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de C2G, et je parle aujourd'hui avec Johan Rockström, directeur de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam et professeur en sciences du système terrestre à l'université de Potsdam. Monsieur Rockström est un scientifique de renommée internationale pour ses travaux sur les questions de durabilité mondiale. Il a dirigé l'équipe de scientifiques de renommée internationale qui a mis au point le cadre des limites planétaires, dont on dit qu'il est fondamental pour maintenir un espace opérationnel sûr pour l'humanité. En plus de ses recherches qui contribuent à orienter les politiques, il agit comme conseiller auprès de plusieurs gouvernements et réseaux d'entreprises et lors de réunions internationales telles que les Assemblées générales des Nations unies, les forums économiques mondiaux ou la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Johan Rockström, bienvenue chez C2G. Merci. Vos travaux suggèrent que le monde se rapproche de façon alarmante de divers points de bascule et qu'il les a peut-être déjà dépassés dans certains cas. Pouvez-vous nous donner une idée de l'urgence de la situation, du temps qu'il nous reste pour éviter de franchir les principales limites qui pourraient faire basculer le monde dans un environnement de serre terrestre? Merci. Donc, nous en sommes aujourd'hui dans un dialogue scientifique forcé pour savoir si nous devons considérer que c'est le moment où nous sommes, et ceci sur la base des preuves que nous avons en main, que nous sommes obligés d'envisager de déclarer un état d'urgence planétaire. Pas seulement une urgence climatique, mais le fait que nous sommes en danger et que nous n'avons pas les chiffres exacts et précis sur la distance qui nous sépare des seuils, mais nous devons prendre en compte le risque réel aujourd'hui que nous, l'humanité, nous sommes en phase de déstabiliser l'état du système terrestre. Et lorsque l'on parle de déstabiliser le système terrestre, on parle du risque d'entraîner irréversiblement le système terrestre au-delà de points de bascule qui conduirait non pas à la chute de la planète d'une falaise, mais à sa dérive irréversible, loin du seul état dont nous sommes certains qu'il peut supporter et notre monde moderne, à savoir l'état d'équilibre de l'Holocène que nous avons depuis que nous avons quitté la dernière période glaciaire il y a environ 12 000 ans. Donc nous avons eu cette extraordinaire période interglaciaire internationale stable, l'Holocène, et maintenant nous sommes déjà au-delà de la variabilité maximale de la température moyenne mondiale. Par exemple, cette interglaciaire a connu une oscillation de la température moyenne de au moins 1 degré Celsius simplement, et par rapport à la température moyenne pré-industrielle sur Terre, nous sommes déjà à 1,5 degré. Donc nous sommes à la température la plus chaude sur Terre depuis que nous avons quitté la dernière période glaciaire, et la science la plus récente sur le système terrestre nous montre que, première conclusion, nous savons que le système terrestre est une entité biogéochimique complexe et autorégulatrice. Donc la biosphère, l'océan, le cycle géologique, l'ensemble du système climatique, la cryosphère, les calottes glaciaires et les glaciers interagissent pour réguler l'état de la planète. Ça, c'est la conclusion numéro 1. Mais surtout, la conclusion numéro 2 est que nous maîtrisons maintenant assez bien les éléments de bascule, les systèmes biophysiques de la Terre, qui non seulement contribuent à réguler l'état de la planète, mais qui ont également la preuve de multiples états stables. Donc, les grands systèmes de forêts tropicales humides peuvent, si nous les poussons trop loin, en termes de réchauffement climatique, d'assèchement et de déforestation, on pourrait donc les faire passer au-dessus d'un seuil, de sorte qu'ils se transformeraient de façon irréversible en savane. Et en examinant les dernières données scientifiques sur les 15 grands éléments de bascule connus, on peut aujourd'hui conclure que 9 d'entre eux sont en route, c'est-à-dire dans le sens où ils montrent des signes soit de ralentissement, soit de variabilité ou de déstabilisation plus importante. Par exemple,
la circulation de chaleur dans l'Atlantique Nord qui a ralenti de 15%, ce qui est un signe caractéristique de déstabilisation de l'un de ces grands systèmes de régulation de la planète. Donc si l'on rassemble tous ces éléments, nous arrivons à la conclusion que nous sommes toujours sur une planète, encore sur une planète qui est à l'équilibre halocène, à l'état fonctionnel. Nous ne sommes donc pas au-delà d'un point de non-retour, mais nous commençons à avoir des signaux d'alarme très importants, des systèmes biophysiques de la Terre dont nous dépendons pour la stabilité du système terrestre. Et les recherches sur l'effet de serre sur la Terre nous ont permis de conclure que si l'on tient compte de la certitude scientifique, qui est très élevée aujourd'hui, donc si l'on tient compte de la science, on arrive à la conclusion que si nous dépassons de 2 degrés, donc nous allons au-delà d'un réchauffement de 2 degrés, et que nous continuons à perdre le fonctionnement de la biosphère vivante, des écosystèmes terrestres et océaniques, alors nous pourrions déclencher toute une série d'effets dominos qui pourraient nous conduire sur une trajectoire d'effet de serre de la Terre. Donc, là encore, ce n'est pas comme tomber d'une falaise, mais cela pourra faire dériver la planète, ce qui mettrait toutes les futures générations d'humains sur Terre sur une planète qui aurait irréversiblement des capacités de survie de plus en plus réduites, ce qui signifie que nous ferions peser sur le fardeau de toutes les générations à venir une planète qui serait de moins en moins capable de prendre en charge, au fond, l'humanité. Compte tenu des dangers et des défis que vous venez d'évoquer, dans quelle mesure pensez-vous qu'il est important que le monde commence à envisager certaines des autres approches de modification du climat que certains ont proposées, par exemple des idées visant à renvoyer davantage de lumière solaire dans l'espace, connues comme modification du rayonnement solaire, en plus, bien entendu, de la réduction des émissions et de l'élimination du CO2 de l'atmosphère? Pour commencer, la conclusion scientifique selon laquelle nous pourrions être contraints d'envisager la déclaration d'un état d'urgence planétaire ne repose pas seulement sur l'évaluation du fait que nous sommes maintenant scientifiquement capables de cartographier les risques réels de catastrophe, mais aussi que nous manquons de temps. Donc toute déclaration d'état d'urgence est toujours une combinaison de risques multipliés par le temps. Et c'est l'urgence dans le temps qui amène la communauté scientifique au point où l'on peut parler d'urgence planétaire, car nous devons réduire de moitié les émissions mondiales au cours de la prochaine décennie pour avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés. Dans ce sens, donc, vous avez raison, il faut, qu'on le veuille ou non, mettre toutes les cartes sur la table, il faut examiner toutes les options. Et la question est donc de savoir ce que nous devons faire au-delà, au-delà de la décarbonation du système énergétique et du maintien de tous les puits de carbone naturels. À ce stade, ma conclusion, c'est que j'aurais tendance à garder une marge de sécurité et d'indépendance à l'égard de la géo-ingénierie qui va au-delà des techniques et des systèmes dont il est prouvé qu'ils n'ont pas d'effets secondaires inattendus que nous pourrions pas gérer. Cela inclut donc dans ma conclusion, par exemple, la gestion du rayonnement solaire. Et là aussi, je plaide véritablement en faveur d'une très grande prudence. J'encouragerai sans aucun doute l'évaluation des conséquences et la compréhension des implications et des technologies en matière de gouvernance. Mais je ne considère pas ceci comme une solution véritablement et hautement prioritaire. Et de la même façon, je serai très prudent
en ce qui concerne la pollution stratosphérique par les aérosols des avions ou la fertilisation des océans pour augmenter l'absorption du dioxyde de carbone, car ce sont des options de géo-ingénierie dont les effets secondaires pourraient être dramatiques et catastrophiques. Et par ailleurs, il existe tout un ensemble de systèmes de géo-ingénierie traditionnels qui relèvent davantage du domaine des technologies connues et dont nous dépendons très probablement pour avoir une chance d'éviter un réchauffement auto-renforcé parce qu'ils poussent le système climatique trop loin. Et bien sûr, il s'agit des systèmes plus traditionnels de captage et de stockage de carbone et les systèmes de bioénergie avec captage et stockage de carbone que l'on appelle BECCS, selon l'acronyme anglais. Et ces systèmes fonctionnent avec des technologies éprouvées ou fondées sur la nature, de manière à pouvoir assumer des compromis, des contreparties et des effets secondaires. Mais je serais très prudent à l'égard de la modification du rayonnement solaire. Parlons de prudence. Que pensez-vous de la recherche et de la gouvernance de cette recherche sur justement ces idées? Je serais très heureux de mener des recherches sur la gouvernance. C'est l'une des leçons de la science de la résilience, à savoir que les changements brusques se produisent. Nous savons que nous vivons dans une réalité turbulente, dans un monde de chocs mondiaux, et d'ailleurs la pandémie n'est qu'un choc parmi d'autres. Et les leçons tirées des expériences empiriques de l'histoire sont que la manière de pouvoir se transformer en cas de crise est d'avoir les solutions à portée de main. C'est-à-dire de les avoir testées, d'en avoir tiré les leçons, de les avoir fait avancer, progresser. Et donc, dans ce cas-là, on a des solutions à portée de main quand on en a besoin et on peut les saisir. Dans ce sens, je pense qu'il est vraiment important de comprendre et d'identifier tous les défis. Par exemple, il est extrêmement complexe de gouverner quelque chose qui a un impact sur le système terrestre, comme la modification du rayonnement solaire, parce que, bien sûr, on ne peut que prévoir, on ne peut qu'ébaucher différents récits d'une nation qui met en place des systèmes de gestion de la radiation, du rayonnement solaire qui affectent les systèmes des moussons dans d'autres parties du monde. Et ceci, à son tour, affecte la production alimentaire et celle-ci déstabilise la société. Donc, on doit avoir non seulement des idées, mais aussi des évaluations ou des analyses éprouvées sur la manière dont tout type de technologie ayant un impact direct sur l'ensemble de la planète serait gouverné par toutes les nations du monde. Étant donné que la recherche est chronophage et qu'il est également chronophage de mettre en place des systèmes de gouvernance, même si vous insistez clairement à la prudence sur ce point, pensez-vous qu'il est temps qu'un plus grand nombre de pays s'impliquent maintenant et examinent activement la question? Et dans quelle mesure pensez-vous que les différents pays sont prêts à se jeter à l'eau et à commencer à envisager de le faire? Je pense qu'il y a un important apprentissage à faire, non seulement pour les nations, mais aussi pour les citoyens de façon générale. Et là encore, si l'on se trouve à un point d'urgence, eh bien, la première chose, c'est la reconnaissance, la perspicacité, et qui n'est pas bien comprise. Et à partir de là, il faut agir. Et bien entendu, la première mesure à prendre, c'est de mettre tout le monde sur le pont pour réduire ce qui porte préjudice au système, c'est-à-dire bien entendu de décarboner et prendre soin des fonctions du système terrestre. Mais la deuxième voie, c'est que si cela ne suffit pas, comment va-t-on devoir remuer ciel et terre et comprendre ces différentes options ?
Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que nous devons avoir un plus grand niveau de connaissance sur toutes les formes d'élimination du CO2 et les différentes formes de géo-ingénierie. Mais je le répète, il faut le faire de manière très prudente, car le risque, c'est d'ouvrir un ordre du jour, un programme incontrôlé. Et la dernière chose que nous voulons, et d'ailleurs qui a hanté tout type de discussion sur le captage du carbone ou sur le réchauffement climatique qui pourrait réduire les efforts d'ingénierie, c'est que dès que certaines nations ou industries du monde qui agissent lentement commencent à sentir qu'il y a là des opportunités, eh bien cela ralentit les efforts déployés pour réduire encore plus les dégâts. Donc à ce stade, ma conclusion, c'est que nous n'avons pas dépassé ce point, mais que nous sommes très proches de le dépasser. Nous sommes sur une voie irréversible vers la décarbonation. Nous quittons l'ère des combustibles fossiles. La question ne c'est pas de savoir si nous allons le faire ou pas, mais c'est de savoir quand nous allons le faire et si nous allons le faire assez vite. Donc nous en sommes à un stade beaucoup plus mûr pour discuter également et de nous dire, d'accord, si ceci ne suffit pas, que faire? Que faire d'autre? Quoi d'autre? Et pour permettre donc une discussion plus ouverte. Mais je ne séparerai pas ceci de la modification du rayonnement solaire. Je mettrai tout en quelque sorte dans le même panier, de la météorisation des silicates à tous les types de gestion des aérosols, mais aussi les systèmes biologiques, le captage et stockage de carbone traditionnel, la MRS, afin que l'on puisse disposer d'un large éventail d'options différentes pour évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients. Vous avez évoqué ce que l'on appelle parfois le problème de l'aléa moral, selon lequel le fait d'envisager, ne parlons même pas de développer, mais envisager certaines autres approches pourrait réduire la pression de se retrousser les manches pour réduire les émissions qui pèsent sur les intervenants. Donc, y a-t-il des moyens d'éviter cet aléa moral? Existe-t-il des moyens de gouvernance pour que l'on puisse mettre ces idées sur la table sans compromettre pour autant les autres formes d'action? Oui, je pense qu'il y en a et je pense que nous nous améliorons de plus en plus en les posant ou en garantissant que les engagements sur les trajectoires d'atténuation sont si juridiquement contraignants et si difficiles en termes d'association avec les processus de surveillance, vérification et notification que nous ne risquons pas ce genre de comportement. Nous n'en sommes pas encore là, car l'accord de Paris, bien qu'il soit un accord mondial juridiquement contraignant, comporte tous ces plans nationaux volontaires, les contributions déterminées au niveau national. Mais je pense que ce que nous voyons, par exemple, dans l'Union européenne, avec une loi sur le climat adoptée et qui prône donc une trajectoire d'émissions net zéro d'ici à 2050, avec des points de contrôle 2030, 35, 40, 45, conformément donc à l'accord de Paris. Nous observons une trajectoire similaire en Chine. Nous espérons que les États-Unis suivront une voie similaire avec la présidence Biden. C'est le cas en Corée, c'est le cas au Japon. Donc je pense que nous commençons progressivement, un petit peu trop lentement. Nous avançons, c'est clair, de manière décisive, mais un peu trop lentement. Donc vers des pays du monde qui comprennent et qui mettent en œuvre des voies juridiquement contraignantes, échelonnées sur 5 ans, nous permettant de sortir de l'ère des combustibles fossiles. Donc cela ouvre la voie à une discussion beaucoup moins risquée sur les autres options. Mais nous ne sommes pas encore là. Il s'agit, à ce moment, nous sommes dans un moment décisif. Et s'il y a un endroit dans le monde où les pays sont pratiquement prêts
à entamer des discussions sur l'élimination du dioxyde de carbone ou sur la modification du rayonnement solaire sans risquer de s'écarter des voies d'atténuation, eh bien, c'est bien l'Europe. Je pense que l'Europe est aujourd'hui le leader mondial en matière de climat. C'est la région qui a négocié un virage. Il n'y a pas de retour en arrière possible en Europe pour ce qui est des mesures d'atténuation. La discussion porte maintenant sur la vitesse à laquelle nous allons, plutôt que sur la question de savoir si nous y allons ou pas. Alors, bien sûr, on peut commencer. Mais je commencerai en Europe plutôt que de commencer aux États-Unis, par exemple. En termes de consolidation de ce mouvement vers la réduction et l'atténuation des émissions, quelle sera l'importance du sommet sur l'ambition climatique cette année et en vue de la COP26 l'année prochaine? S'agit-il d'une petite musique de fond ou y a-t-il vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner dans les mois à venir pour cimenter cette action? Oui, c'est certainement plus que de la musique. On peut et on doit toujours avoir un œil critique en tout moment. Mais depuis au moins quelques années, nous entendons une musique très nouvelle. Et c'est la course au dialogue vers zéro émission de ces dernières semaines qui a remplacé la COP 26, l'équivalent de la COP cette année. Et ça a été la première fois que nous avons pu voir des dialogues aussi ambitieux que la précédente COP, mais jouissant d'ailleurs d'une crédibilité beaucoup plus concrète et d'un récit plus fort sur l'inévitabilité d'avancer sur ces voies. Le transport est l'un des secteurs les plus difficiles à réduire et dans ce secteur, ce sont les poids lourds qui sont les plus difficiles à diminuer, à réduire. Il y a également un effet d'entraînement important sur tous les autres secteurs économiques, car pour l'essentiel, toutes les industries dépendent de la livraison de biens et de services, de sorte que le transport est essentiel. Mais si l'on regarde le dialogue actuel dans ce secteur qui est difficile à réduire, et on voit que c'est la course vers le zéro émission. C'est une course pour survivre en tant qu'entreprise compétitive sur la voie de l'électrification. Et c'est là, en gros, où nous en sommes aujourd'hui, tant pour les camions que pour les voitures. Donc on voit un mélange d'hydrogène, d'électricité, de biogaz, de biocarburants. Mais il est assez clair aujourd'hui que nous sommes dans une course vers le zéro émission qui n'est pas simplement motivée par une crise climatique, mais aussi par une voie d'innovation technologique. Donc, dans ce sens, on peut dire que cela se produit dans la construction, dans le secteur de la mobilité, y compris dans l'aviation, et certainement actuellement aussi dans l'industrie textile. Donc c'est une stratégie de survie pour différents secteurs de la société que la prochaine étape de la compétitivité soit une étape de durabilité. Voilà, donc je dirais à guise de conclusion que c'est plus que de la rhétorique. Nous devons toujours être très prudents dans l'examen et le suivi des promesses politiques et veiller à leur mise en œuvre. Mais là, il y a véritablement un changement. Il y a un changement dans ce qui se passe et ces discussions sur la décarbonation et la durabilité ont fondamentalement changé leur raison d'être. Et nous voyons aussi, ce n'est pas le moindre point, que tout l'agenda est bouleversé, est en mouvement. Donc si l'on regarde le secteur bancaire, le secteur financier, mais aussi les entreprises, mais cela va aussi maintenant dans les conseils d'administration. Ce n'est plus simplement en termes de la responsabilité sociétale des entreprises ou dans les départements de l'environnement. C'est pourquoi je pense qu'il y a moins de risques à utiliser le programme de réduction des émissions de carbone ou de géo-ingénierie comme bouc émissaire. En termes pratiques, comment les décideurs politiques évalueraient-ils les risques par rapport aux autres risques ?
en termes de risque de dépassement des différentes limites planétaires par rapport aux risques potentiels, connus et inconnus, du déploiement, par exemple, de la modification du rayonnement solaire. Donc, comment évaluer ces deux éléments l'un à l'aune de l'autre et réciproquement? Je crois que vous posez là la question du Saint Graal, car en fin de compte, c'est ce que nous devons faire et nous n'avons pas la réponse à cette question. Bien sûr, comme point de départ, nous devons faire ce que nous savons faire de mieux en termes d'évaluation des compromis et des analyses des coûts-bénéfices. Le gros problème ici, c'est que nous devons être capables de comparer les résultats catastrophiques du dépassement des limites planétaires avec un degré élevé d'incertitude, et sachant que ce sont des délais qui souvent courent sur de longues périodes de temps, c'est-à-dire plus d'une décennie. Et donc on doit comparer ceci avec des risques catastrophiques, avec une forte, les risques de catastrophe, là aussi avec une forte incertitude qui se joue sur de longues périodes. Donc il s'agit de comparer des questions très complexes. Je pense que nous devons commencer à le faire, et je pense que vous mettez le doigt sur l'une des questions scientifiques qui devrait être traitée de toute urgence. Pour bien contextualiser, vous parlez d'urgence planétaire et le Club de Rome a récemment lancé le plan d'urgence planétaire en marge du sommet sur l'action climatique de New York l'année dernière. Tout d'abord, pourriez-vous nous décrire et nous aider à comprendre la différence entre l'urgence planétaire et l'urgence climatique ou l'urgence de la biodiversité? Et deuxièmement, dans quelle mesure cette contextualisation a-t-elle été utile? A-t-elle contribué à produire une action plus rapide ou différents types d'actions ou à focaliser l'attention? Oui, donc la différence est très significative et il est important de comprendre qu'une urgence climatique est généralement donc comprise comme une question de surconsommation de combustibles fossiles, alors qu'en réalité, nous sommes confrontés à quelque chose de bien plus grave que cela, parce que nous sapons les systèmes de maintien de la vie qui soutiennent le bien-être humain sur l'eau douce, l'air, la biodiversité, la surcharge en nutriments, les produits chimiques et les microplastiques et la déstabilisation du climat. Donc en réalité, nous transgressons les limites clés qui soutiennent directement le bien-être humain. Mais c'est encore pire que cela. Le vrai drame, c'est que nous sapons le système qui régule la stabilité de la planète entière. Et maintenant, au niveau scientifique, nous pouvons aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de le faire, de penser que le système climatique est une représentation de la planète entière. Parce que nous savons que le résultat final du système climatique sur la température moyenne mondiale ou les degrés d'épisodes extrêmes reflète non seulement la quantité de combustibles fossiles que nous brûlons, mais aussi la mesure de laquelle nous transgressons les autres limites. Je veux dire que tout ceci s'additionne pour former le système climatique. Mais ce n'est pas ainsi que l'on comprend le système climatique. C'est pourquoi je trouve très utile et très important de prendre comme scientifique du système climatique la responsabilité de faire comprendre qu'il s'agit d'une urgence planétaire parce que nous franchissons un grand nombre de limites qui minent la stabilité de l'ensemble du système terrestre, tant en termes de soutien direct qu'en termes de régulation de la stabilité de la planète. Donc, il y a là une grande différence. Alors, ce dialogue sur l'urgence planétaire a-t-il reçu une réponse et une action? Eh bien, je dirais qu'incroyablement plus que ce à quoi je m'attendais. Nous nous sommes donc réunis, comme vous l'avez dit précédemment, lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2019 et nous avons eu un premier dialogue des chefs d'État
Et aujourd'hui, ceci s'est transformé en un vaste réseau mondial d'acteurs engagés dans le dialogue sur les urgences planétaires. Et il y a des centaines d'ONG, de scientifiques et d'universités qui se sont rassemblés autour de ce dialogue. Par exemple, lors de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année, la réunion virtuelle, eh bien, on a vu plus de 50 chefs d'État soutenir la déclaration sur un agenda donc, contre le peuple planète qui s'inscrivait essentiellement dans l'agenda et l'ordre du jour des urgences planétaires. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a tenu hier un long discours sur l'urgence de s'exprimer, non seulement sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, et il a fait une référence explicite à l'agenda d'urgence planétaire. Et Sandrine Dixon de Clèves du Club de Rome et moi-même soulignons toujours que le but de déclarer l'état d'urgence, quel qu'il soit, est de savoir pourquoi on déclare cet état d'urgence. Eh bien, on déclare un état d'urgence pour une seule raison, c'est pour mettre tout le monde sur le pont, pour faire monter l'adrénaline dans le système et commencer à agir pour résoudre toute urgence à laquelle on est confronté. Le but d'une urgence planétaire est donc d'ouvrir la voie à l'émergence de solutions, à l'accélération des solutions. Donc je pense que le timing est parfait en ce moment. D'ailleurs, c'est plus par coïncidence, mais c'est parfait en ce moment parce que nous avons beaucoup de chance en ce sens que nous voyons des solutions évolutives à portée de main. Il serait donc très déprimant de déclarer un état d'urgence climatique sans apporter la moindre solution. Faisons l'analogie avec une maison qui est sur le point de brûler et que donc si l'on déclarait l'état d'urgence pour les pompiers mais que l'on n'avait pas de lance à incendie et qu'on avait donc aucun moyen de se débarrasser du feu. Mais maintenant, nous avons les solutions dans une large mesure et vous ajoutez ici un élément que je trouve très important, c'est-à-dire, d'accord, vous avez les solutions évolutives, mais le système terrestre est un système biogéophysique relié qui ne se négocie pas. Il n'y a pas de marge de manœuvre avec le système terrestre. Ce n'est pas comme si on pouvait dire « Oh, bah, vous n'êtes pas assez rapide, alors nous allons interrompre la fonte de la calotte glaciaire du Groenland pendant 30 ans parce que vous êtes un petit peu lent. » Non, ça ne marche pas comme ça. Le système terrestre va simplement continuer avec ou sans nous. Donc dans ce contexte, il est important de mettre toutes les cartes sur la table et de dire, ok, par exemple, prenons un équivalent. Si vous avez un astéroïde qui s'achemine vers la Terre, qui va s'y écraser, c'est une autre urgence, très peu probable, mais au résultat également catastrophique, et puis ce serait une question d'urgence, il faudrait mettre toutes les cartes sur la table pour voir ce que l'on peut faire. Donc, c'est donc important. Donc, je pense que la contextualisation de l'urgence, étant donné qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un soutien scientifique très fort, malheureusement, mais c'est le cas, eh bien, je pense que c'est une contribution constructive. Vous avez mentionné le terme déprimant. Dans quelle mesure est-il important pour vous, qui travaillez dans ce domaine, de maintenir un sentiment d'optimisme, d'espoir, mais aussi comment y parvenir tout en restant honnête sur l'ampleur et la gravité du défi? Les chercheurs traitent cette question de manière différente et moi je suis fermement convaincue que nous avons dans la communauté scientifique la responsabilité de donner le diagnostic complet du patient et en l'occurrence celui-ci est dans un état, il est gravement malade. Et je pense que c'est une responsabilité qui nous incombe en tant qu'universitaires. Si vous allez chez un médecin, vous attendez de lui qu'il vous donne un diagnostic complet, dans le seul but de trouver un remède. Donc, j'essaye toujours d'apporter un diagnostic et un remède.
Et si je mets aujourd'hui tous les diagnostics dans un panier et toutes les options de guérison dans l'autre panier, eh bien, et alors malgré le fait que le panier du risque catastrophique se remplisse, et continuellement d'ailleurs, je vois tout compte fait assez de lumière au fond du tunnel pour continuer à agir de manière constructive et avec beaucoup d'espoir. Euh, je pense qu'il y a malheureusement une forte probabilité d'échec. Il y a donc de réelles raisons de s'inquiéter, mais la bataille n'est pas perdue et la fenêtre est toujours ouverte. Enfin, elle est un petit peu entr'ouverte. Donc, il s'agit de continuer à essayer de communiquer et de voir avec discernement. Nous devons reconnaître aujourd'hui que l'urgence signifie que nous avons un délai si court pour nous transformer que nous devons nous attaquer à la racine des choses. Nous devons, par exemple, commencer par le robinet du financement. C'est donc cela, les institutions financières. Il faut commencer par celles-ci, par les dirigeants politiques, les PDG, les grandes entreprises, parce que nous avons besoin d'un changement structurel aussi décisif et important, et ce, dès aujourd'hui. Donc nous devons agir également de bas en haut, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'un simple coup de pouce pour nous sortir de cette situation. Nous devons trouver, par exemple, ce que le Royaume-Uni a déclaré il y a quelques semaines, lorsqu'il a dit qu'il cesserait de vendre des voitures à moteur à combustion en 2030. Fini. Donc le Royaume-Uni, l'un des pays qui ont introduit dans le monde l'ère moderne industrialisée basée sur les combustibles fossiles, a déclaré que le moteur à combustion est maintenant de l'histoire ancienne. Je veux dire que c'est le type de leadership que nous devons avoir à ce stade. Johan Rockström, merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation de C2G Talk. Merci.